Je suis Jérémy Robert, le consul général de France à New York, et c'est un très grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Nous sommes très nombreux, je crois plus de 700, pour célébrer la mémoire et l'œuvre d'Édouard Glissant, un grand penseur, un grand homme, un grand écrivain qui nous a quittés il y a maintenant plus de 10 ans. Avant de commencer, je voulais juste vous rappeler de bien vous mettre en mute pour ceux qui peuvent, qui ont accès au panel. Je vais vous présenter plus ou moins le déroulement des travaux. Donc, je tiens tout d'abord à remercier Sylvie Glissant, l'épouse d'Édouard. L'idée d'organiser cet événement nous est venue lors d'une rencontre, une belle rencontre virtuelle que nous avons eue au mois de janvier. Et j'ai vraiment hâte, Sylvie, de vous rencontrer à New York pour de vrai. Je remercie aussi le service culturel de l'ambassade pour son soutien et aussi toute mon équipe, en particulier Martha Pecina, qui a rendu cet événement possible. Édouard Glissant, c'est un géant de la littérature francophone. C'est aussi l'une des principales et plus influentes figures de la pensée contemporaine, et je pèse mes mots. C'était un romancier, un poète, un philosophe. Édouard Glissant, c'était aussi un génie du langage et un verbe toujours très clair et très puissant. Moi, c'est ce qui me frappait. C'était aussi une réflexion profonde sur des grands thèmes universels. Édouard Glissant laisse derrière lui, mais devant nous, un trésor de poésie et de philosophie. Et puis, Édouard Glissant, c'est une personne qui s'est engagée dans les grands combats politiques de son temps. C'était un combattant de la dignité, des droits de l'homme, de la solidarité. Édouard Glissant, c'était tout cela. Bien entendu, nous ne pourrons pas aujourd'hui justement embrasser tout cela, et nous n'embrasserons qu'une infime partie de son héritage. Et donc, nous avons proposé comme fil directeur de la discussion, mais cette discussion sera quand même assez libre, de centrer cette discussion sur sa réflexion sur les identités, réflexion qui a été vraiment le fil conducteur de sa vie, et en particulier sur ce concept de créolisation du monde qu'Édouard Glissant appelait de ses voeux. La créolisation, c'est ce mélange, hein, ce tissage, ce métissage des cultures et des identités. Mais c'est un processus, à l'image de l'histoire de la Caraïbe, ce n'est pas toujours un processus facile, c'est souvent un processus douloureux, fait d'interférences et de mélanges, mais toujours avec beaucoup de richesse. C'est un concept, une vision qui nous parle, que nous soyons des deux côtés de l'Atlantique, que nous soyons français ou que nous soyons américains, avec des systèmes parfois différents, mais deux pays où ce processus de créolisation est à l'œuvre, avec parfois des difficultés, parfois des régressions, mais toujours en tous les cas des mutations. Cette vision de créolisation résonne bien entendu dans une ville comme New York, où nous sommes présents pour partie, parce que je crois que vous êtes nombreux aussi à Paris, dans les Caraïbes ou même en Afrique, mais elle résonne dans cette ville progressiste, avant-gardiste, multiculturelle. Et c'est sûrement pour cela qu'Édouard Glissant y avait établi sa résidence lors des 15 dernières années de sa vie. Il a vécu à New York, il a enseigné à l'université de CUNY, et il a inspiré de nombreux intellectuels américains et toute une génération d'étudiants. Aujourd'hui, nous parlons français, mais demain, nous parlerons anglais. Nous organiserons d'autres événements, notamment avec les anciens étudiants, les disciples de la pensée de Glissant à New York, et ils sont nombreux. Dans le contexte actuel de mouvements xénophobes, de repli identitaire, la pensée d'Édouard Glissant nous apparaît plus que jamais nécessaire. Ce repli identitaire ne contredit pas, n'infirme pas la pensée d'Édouard Glissant, mais au contraire, ça reste une boussole, une direction pour construire cette reconnaissance des différences, de la diversité, cette mondialité que Édouard Glissant opposait à mondialisation, qui était perçue par lui comme un nivellement par le bas.
Nous avons, je vous rassure, je ne vais pas parler plus longtemps, nous avons la chance aujourd'hui d'écouter deux grandes voix qui ont à la fois connu Édouard Glissant, l'homme, mais aussi la pensée, qui ont été des compagnons d'Édouard Glissant. Et c'est donc vraiment un plaisir pour moi d'introduire ce dialogue transatlantique, car je crois qu'il y en a un à Paris et un à New York, hein, donc entre Patrick Chamoiseau et Souleymane Bachir Ndiaye. Patrick Chamoiseau, on ne le présente plus, hein, vous le connaissez tous. C'est un grand écrivain français également, prix Goncourt, et aussi un grand ami d'Édouard Glissant, un compagnon de littérature et un compagnon d'engagement. Ensemble, ils ont porté la voix des Antilles, la voix des Outre-mer. Et nous avons vraiment de la chance de vous avoir avec nous, Patrick. Je vous remercie pour ça, vous qui avez tant partagé avec Édouard Glissant et qui avez publié avec lui son dernier recueil, Manifeste. Nous avons également l'honneur et la joie d'accueillir Souleymane Bachir Ndiaye, également ami d'Édouard Glissant, qui est basé à New York. Bachir, vous êtes sénégalais, vous dirigez le département Afrique, vous êtes professeur à l'Université de Columbia. J'insiste sur le département Afrique car c'est important quand on connaît le poids de la pensée d'Édouard Glissant en Afrique. Et Bachir, vous symbolisez à vous seul ce lien qui nous réunit pour beaucoup entre États-Unis, France et Afrique. Nous aurons aussi le plaisir de vous inviter à participer dans ce dialogue entre Patrick et Bachir en posant des questions par le chat que je vous invite vraiment à poser par écrit. Ces questions seront relayées dans un deuxième temps par Martha Pessina, ma collaboratrice, qui posera les questions ou vos réactions, vos commentaires à Souleymane et Patrick en votre nom. Et avant de passer la parole à Souleymane et Patrick, j'ai vraiment le plaisir, l'immense plaisir d'accueillir Sylvie Glissant, qui à travers l'Institut du Tout Monde, pardon, que vous dirigez, nous permet aujourd'hui toujours de construire ce pont transatlantique entre Paris et New York, en passant par Fort-de-France et également Dakar. Et Sylvie, vous allez nous parler d'Édouard Glissant, je crois, et particulièrement aussi de New York et peut-être de la période new-yorkaise et de l'influence de New York sur la pensée d'Édouard Glissant. Mais en tout cas, merci beaucoup. C'est un très grand plaisir, une très grande émotion de vous avoir. Donc, j'accueille Sylvie Glissant. Merci à vous. Oui, bonjour. Écoutez, d'abord, évidemment, un très, très grand merci voilà, de nous accueillir pour cet hommage et surtout, voilà, depuis New York où, effectivement, donc Édouard a passé les 15-16 dernières années de sa vie. Ça a été extrêmement un moment très important. C'est aussi depuis New York qu'il a quand même publié presque ses 20 derniers ouvrages. Hein. Et je vous parliez tout à l'heure de ce trésor de poésie qu'il nous a laissé. Et justement, j'ai pensé que la meilleure façon peut-être de dire quelques mots maintenant, enfin ça sera assez rapide, c'est peut-être de vous lire justement le dernier trésor de poésie qu'il a écrit. C'est son dernier ouvrage. Il était à New York. Hein, c'est vraiment son dernier ouvrage. C'est cette anthologie de poésie qui s'intitule La terre, le feu, l'eau et les vents, qui avait donc été publiée par l'édition Galade, et où Édouard donc avait rassemblé tous les poèmes, tous les textes, et aussi tous ceux qui l'ont accompagné toute sa vie, en fait, et toute cette matière du monde à laquelle il s'était relié toute son existence. Et je pensais que c'était justement très important pour moi de vous parler juste, enfin de mentionner en tout cas cette anthologie de poésie qui est un vrai trésor de poésie. Enfin, c'est vraiment des textes extrêmement importants qui étaient importants pour lui et qui disent quelque chose de cette matière du monde dans laquelle il a tracé. Et je voulais
juste vous lire le dernier texte qu'il a écrit donc à la fin de cette anthologie, qui était un extrait du traité du tout-monde. Et je pense que c'est cette... bon, je vais vous le lire et puis après peut-être on rebondira là-dessus, mais je préfère vous le lire d'abord. Je dévale les espaces et les temps. Je parcours le haut des déserts encore, des déserts qui planent toujours ici-là et qui sont, eux, réellement universels, et les silences des sierras. Je tremble au tremblement de terre où nous errons et l'œil du cyclone guette sur moi. Et tant de guerres ont ravagé partout qu'il ne reste plus de songes ni de rêves éveillés où se recueillir. Et tant d'épidémies insondables, comme des flammes d'incendie, ont mangé la pensée du monde ainsi qu'un caco blé est déjà pourri. J'accomplis les 12 itinéraires du livre des morts égyptiens et cet autre énorme aplatissement des villes crépite au bord des archipels, charroyant ces mangroves de misère et de vacarme soudain déterrés. J'admire partout combien d'inventions, de techniques tressées en l'humble empressement artisanal de chaque jour. Je crie combien de poèmes et je tâche à déchiffrer en combien de profonds, mais en nulle part, dans le peu que je connais ainsi et dans rien de ce que j'imagine de ce monde, je ne surprends l'ardent stigmate ou enflé, se cachant le plus souvent cette volonté roide qui a porté à l'universel. Aucune poétique n'est universelle pour nous. L'idée du monde n'y suffit pas. Une littérature de l'idée du monde peut être habile, ingénieuse, donner l'impression qu'elle a vu la totalité. Et c'est par exemple ce qu'on appelle en anglais une world literature, une littérature monde en français. Si elle n'est que l'idée, elle vaticinera dans des non-lieux et ne sera que subtile déstructure et hâtive recomposition. Les poétiques fuient l'impeccable perfection de leurs propos mêmes, se donnent au tremblement. Les anciens poèmes, les poèmes incertains d'alentour, l'inspiration des amis, le cri au loin. L'idée du monde n'est vivante que de s'autoriser des imaginaires du monde, où s'annonce que mon lieu, inlassablement conjoint à d'autres, et en quoi, sans bouger, il s'aventure et comment il m'emporte dans ce mouvement immobile. Et voilà, je pensais que c'était, et il a conclu vraiment cette anthologie poétique par ce texte, et il m'a semblé vraiment important aujourd'hui, voilà, de le dire, en tout cas de le rappeler, et que c'est vrai qu'Édouard, particulièrement à New York, était quelqu'un d'assez solitaire, et particulièrement avec cette anthologie, il était vraiment en lien avec le monde, son lieu était vraiment, ce lieu-là était vraiment conjoint aux autres. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que une chose qui était très importante pour lui à New York, c'était l'enseignement qu'il a donné et surtout la relation qu'il a eue à ses étudiants. Il avait créé un club de poésie et il disait que c'était peut-être la chose la plus importante pour lui ces dernières années, cette relation avec ses étudiants dans ce club de poésie. Voilà.
Et je vais laisser la parole maintenant à Souleymane et à Patrick. Et voilà, je voulais juste témoigner de quelque chose. Voilà. Merci. Merci infiniment, Sylvie, de me passer le témoin ainsi. Je voudrais dire quelques mots de remerciement pour commencer. Remerciement d'abord à vous, Sylvie. Vous m'avez manifesté tout de suite l'amitié que m'avait montré également Édouard Glissant. Et justement, je suis en train de me dire, ça fait 10 ans qu'il n'est plus de ce monde, et c'est à peu près également le temps qui sépare notre dernière rencontre. La dernière rencontre que j'ai eue avec lui, c'est quand il m'a invité à l'Institut du Tout-Monde que vous dirigez maintenant, pour donner une présentation de mon travail de l'époque. C'était le 17 mai 2010. Il avait encore quelques mois simplement à vivre, mais évidemment, nous ne le savions pas quand nous avons partagé un magnifique repas ensemble, place de la Sorbonne, et qu'ensuite nous avons marché toujours place de la Sorbonne vers l'endroit où se tenaient à ce moment-là les rencontres de l'Institut du Tout-Monde. C'est donc avec beaucoup d'émotion que j'en parle, et merci d'avoir pensé à moi pour participer à cette célébration d'un géant de notre littérature et de la philosophie également, dont l'œuvre est si importante pour beaucoup d'entre nous. Et merci à Jérémy Robert de son introduction si généreuse d'abord, et puis d'avoir pensé également organiser ceci avec les services culturels de l'ambassade de France, et d'avoir pensé à moi pour cela. Et évidemment, c'est une joie et un immense honneur d'avoir cette conversation avec Patrick, pour qui j'ai la plus grande admiration et la plus grande amitié. Alors, puisqu'il m'appartient en quelque sorte, au fond, de commencer la discussion, de lui donner une orientation, je me suis plongé dans l'ouvrage Manifeste au pluriel qui vient de paraître sous vos deux plumes, Patrick et Édouard Glissant. Et j'ai lu en particulier l'avant-propos magnifique que Patrick Chamoiseau a consacré à ces manifestes, en racontant comment ces interventions se sont écrites, parce que ce sont des interventions. Et alors, j'ai beaucoup aimé ce qu'il en est dit. Ça commence, on ne peut pas laisser passer ça. Et Patrick Chamoiseau explique que c'était comme ça que Édouard Glissant commençait ses interventions, en appelant peut-être au milieu de la nuit, en disant on ne peut pas laisser passer ça. Et je voudrais lire l'explication qui en est donnée par Patrick Chamoiseau, qui dit la chose suivante: la capacité d'indignation d'Édouard Glissant tenait à la faculté de sa poétique d'être dans le même ballon une actualité et une vigilance. Depuis que j'ai lu cette phrase, j'ai décidé que maintenant, au lieu de dire en même temps, je dirais toujours dans le même ballon. Voilà. Et on pourra passer la vie à M. François Macron, évidemment aussi. Donc, dans le même ballon, ça fera mieux qu'en même temps. Alors, et là, j'ai adoré cette idée qui effectivement ressemble tellement à la personnalité telle qu'on l'a connue, s'indignant au téléphone, disant on ne peut pas laisser passer ça. Et puis, Patrick Chamoiseau explique magnifiquement qu'en général, c'est donc lui qui commence par rédiger, que tu commences donc à écrire, dis-tu, en sensation, en image, à faire un premier jet. Et puis, à partir de ce premier jet, il y avait ce va-et-vient entre vous deux, va-et-vient que je compare, moi, à une sorte de navette qui est en train de tisser le texte commun de vos interventions. Et quand tu écris « Je n'entends plus la voix du vieux guerrier », je me suis posé la question suivante: si le vieux guerrier, aujourd'hui, appelé en disant « on ne peut pas laisser passer ça », que serait le ça qu'il ne voudrait pas laisser passer? Aujourd'hui, qu'est-ce qui motiverait, en quelque sorte,
cette capacité d'indignation qui était la sienne et cette vigilance et ce sens de l'actualité qui était les siens chaque fois que quelque chose se passait dans ce monde auquel il était si attentif. Alors, pour te laisser le temps de réfléchir à ce qu'aurait dit le vieux guerrier, je me suis posé la question à moi-même et je me suis dit, peut-être tonnerait-il et produirait-il un manifeste qui serait une manière encore de s'indigner de ce que le marché monde est en train toujours de nous empêcher de faire tout le monde. Alors, cette idée que l'on trouve dans les manifestes que vous partagez tous les deux, qu'il y a que d'une certaine manière, le monde fait tout le monde. On y va quand même. Ce mélange, ces rencontres, ces entrelacs, ces entremêlements, pour prendre un de vos mots dont Jérémy Robert parlait tout à l'heure, ce mouvement est en train de s'effectuer, mais il y a la force contraire du marché monde. Et je crois que si nous voulons réfléchir à la créolisation, il faut que nous tenions compte de ces deux concepts opposés dans la pensée d'Édouard Glissant, le marché monde d'une part, le tout monde de l'autre. Parce que la créolisation, ce n'est pas simplement chanter ensemble Kumbaya, les cultures ne vont pas se rencontrer comme ça toutes seules et puis s'entrelacer et nous allons vers une créolisation apaisée. Il faut la conquérir, cette créolisation. Et il faut la conquérir contre les inégalités et il faut la conquérir également contre ceux qui s'y opposent, c'est-à-dire le néolibéralisme capitaliste. Osons les gros mots tout de suite. Et je pense que de ce point de vue-là, il y aurait à ne pas laisser passer le fait que dans un monde où, en principe, la pandémie qui fort heureusement, nous menace de moins en moins, mais qui est toujours là et dont le souvenir nous donne encore des traumatismes, eh bien, cette pandémie qui aurait dû être une occasion de faire tout le monde. Parce que ce que nous a révélé le virus du corona, c'est que nous sommes un tout petit monde et dont il a vite fait le tour. Nous sommes une humanité. Et c'était le moment, justement, d'être une humanité, de faire tout le monde. Et malheureusement, nous voyons les ethno-nationalismes se manifester, y compris lorsque nous avons un vaccin pour vacciner le reste du monde. L'injustice fondamentale entre le Nord et le Sud global, les Suds, se manifeste à la faveur d'un nationalisme du vaccin, d'un égoïsme du vaccin qu'on l'on voit aujourd'hui régner. Peut-être d'ailleurs que ce qui nous sauve de cet égoïsme-là, de cet ethno-nationalisme, c'est l'idée qu'un calcul conscient des risques nous fait bien penser qu'il faut quand même vacciner tout le monde si on veut s'en sortir. Déjà ça, ce serait peut-être une chance, mais encore une fois, quand on voit que les industries pharmaceutiques se sont opposées à simplement partager les patentes, la propriété intellectuelle pour que ceux des pays du Sud qui pouvaient avoir les capacités produisent eux-mêmes le vaccin au lieu de l'attendre comme une manne et comme une bénédiction, ils ont dit tout de suite niet. Alors, si à l'occasion d'une crise comme celle-là, on ne peut pas suspendre juste un instant les fameuses lois sacro-saintes du fameux sacro-saint marché, le marché monde, quand est-ce qu'on pourra véritablement faire tout le monde? Voilà, je me suis dit hier soir, à la suite de la conversation que nous avons eue, que Édouard Glissant aurait probablement donné un coup de fil en disant on ne peut pas laisser passer. Et voilà. Oui, merci Bachir, merci à tous, hein, merci pour cet hommage rendu à quelqu'un qui nous est infiniment précieux. Il est d'autant plus précieux que le problème n'est pas de sacraliser un personnage, le problème étant de mieux comprendre une pensée qui, à mon avis, est très, très pertinente, en tout cas très précieuse pour la compréhension du monde dans lequel nous vivons. Et ça fait partie, d'une certaine manière, de ce qu'on pourrait appeler une
une politique de la relation, alors une politique culturelle de la relation. Et ça, nous avons grandement besoin, parce que je considère que le néolibéralisme n'a pas de politique culturelle. Et justement, cette réduction du politique à l'économie fait que la culture est très réduite à de la marchandisation et peut-être à des adaptations aux nouvelles technologies, mais l'idée même, l'intention culturelle profonde qui correspondrait au monde tel qu'il existe aujourd'hui et tel que Glissant l'a un peu évoqué, n'existe pas encore. Donc là, nous sommes véritablement en train de faire ce qu'il aurait aimé qu'on fasse, c'est-à-dire réfléchir sur les outils les plus pertinents pour comprendre le monde contemporain. Alors, bien sûr, il m'aurait certainement appelé. Il ne s'indignait pas surtout. Je pense qu'il devait s'indigner dans sa chambre et protester, mais il ne m'appelait pas surtout, il n'écrivait pas surtout. À mon avis, il choisissait véritablement les sujets qui permettaient de mieux comprendre le phénomène relationnel, puisque pour lui, le phénomène relationnel, c'est le phénomène auquel le monde est soumis aujourd'hui. Et quand il y avait un événement qui permettait de le comprendre, il pensait utile de l'explorer, non pas pour asséner un mot d'ordre, une vérité, un comportement, mais simplement pour injecter dans un phénomène économico-social, etc., injecter je dirais, un tressaillement poétique. Le tressaillement poétique, c'est justement ce qui nous permet d'échapper à ce qu'il avait condamné globalement. Hein. Tu as parlé très justement du capitalisme et de ses variants, néolibéralisme, financiarisation. Je pense que ça relève de quelque chose qu'il a fondamentalement contesté, qui est une pensée de système. C'est-à-dire, nous avons une pensée unique, capitaliste, un néolibéralisme régnant qui est presque totalitaire, qui s'applique à la totalité de la planète et auquel personne ne peut échapper. C'est véritablement une pensée de système. Et lui, il s'est toujours inscrit dans la poétique. Alors, quelle différence il faisait? Pourquoi il se réclamait si obstinément poète alors qu'il aurait pu se dire romancier, philosophe, sociologue, anthropologue? Non, il disait obstinément poète et il le disait, ce qui est assez étonnant, il le disait dès ses plus jeunes années au Lamentin, au moment où il récitait des poèmes. Hein, le poème, c'était son arme de guerre. Et il dit que la poétique est précieuse parce qu'elle nous évite effectivement de sombrer dans ces vérités absolues, ces vérités qui ne sont pas vivantes, ces explications définitives, fixes, essentialistes, cette monopensée d'une certaine manière, en tout cas cette pensée arrêtée qui impose à tout un phénomène vivant, qui impose une attitude, un principe, des valeurs qui n'ont pas vocation à évoluer, qui le plus souvent tournent comme des mécaniques aveugles. Alors que la poétique rejoint cette partie la plus précieuse de l'humanité, hein, parce qu'on peut dire que l'être humain, il est articulé sur deux densités. La densité prosaïque, manger, boire, survivre, attaquer, se défendre, et puis la dimension poétique qui est la plus large, qui est la plus magnifique, qui est le rêve, qui est la contemplation, qui est la créativité, qui est le rapport à l'invisible qui ne se voit pas, mais aussi l'invisible qui est dans le visible. C'est cette aptitude à s'émouvoir d'un rayon de soleil, d'une réalité un petit peu banale, mais dans laquelle on trouve des étincelles. Il y a un proverbe africain, justement, qui me fait penser à ce que pourrait être une poétique. Il y a un poème africain ou un proverbe africain qui dit, et j'ai toujours trouvé ça magnifique, il dit « De temps en temps, le crocodile sort de la mare pour aller goûter à une goutte de rosée, mais ce n'est pas parce qu'il a soif. » C'est-à-dire qu'il sort de l'eau juste pour aller voir quel goût pourrait avoir cette petite chose brillante qui vient du ciel et qui est mêlée à la végétation. C'est ça l'esprit poétique, c'est-à-dire c'est une manière d'être, c'est une manière de vivre, c'est un état poétique avec lequel on peut
accéder à ce qu'on peut appeler un mode de connaissance. Alors, c'est vrai que le côté prosaïque, utilitariste, fonctionnaliste a développé l'esprit rationnel et la conceptualisation, mais il y a nécessairement, si on ne marche qu'avec cette densité-là, il y a nécessairement un appauvrissement, et la dimension poétique, elle l'ouvre infiniment. Elle est directement liée à ce qui fait l'humain de la manière la plus profonde, elle est liée à des sensations, elle est liée à des émotions, elle est liée à des couleurs, elle est liée à des rythmes, elle est liée à des perceptions, je dirais presque esthétiques, véritablement une autre manière de faire qui ne nous permet pas de basculer dans une vérité définitive, mais qui nous permet d'accompagner véritablement le vivant. Et ce qui est précieux aussi, que j'aimerais bien que les gens comprennent l'importance d'une poétique, quand on lit Édouard Glissant et qu'on s'intéresse à sa poétique, c'est vrai qu'il y a des gens qui lisent et qui enregistrent ça comme ils le font avec des livres universitaires. Voilà, on a lu Glissant, on a tous ces poéceptes, hein, j'appelle poéceptes ce qu'on pourrait appeler concept dans la partie prosaïque. On a tous ces poéceptes et puis voilà, ce sont des savoirs qu'on peut enfiler ou empiler sur une étagère. Je crois que la poétique, et c'est aussi là une de ses puissances, c'est que la poétique, elle ne donne pas de vérité, elle ne construit pas une pensée rationnelle, elle développe une sensibilité, elle stimule un imaginaire et finalement, elle amène à un nouveau degré d'existence. Elle amène à exister. Elle n'amène pas à résister comme on le ferait dans les rébellions ordinaires. Elle amène visiblement et rapidement à vouloir être autrement en présence du vivant, autrement en présence du monde. Et ça, c'est absolument précieux parce que ça fait quoi? Ça fait que chaque fois qu'on a un raidissement d'une pensée totalitaire ou d'une pensée dominante, il y a nécessairement un raccordissement de l'imaginaire. Et quand il y a un raccordissement de l'imaginaire, il y a un raccordissement de la vision, et puis on ne voit rien à l'horizon. Alors que lorsqu'il y a le souffle poétique ouvre en général, stimule l'imagination, stimule l'imaginaire, et on voit apparaître des agencements nouveaux, des lignes de fuite, et surtout des comportements. Ce qui fait que la poétique d'Édouard Glissant, c'est quelque chose qu'il nous faut essayer de vivre. Pas seulement la comprendre comme ça rationnellement, on peut essayer de comprendre plein de choses, mais il faut véritablement la fréquenter, l'éprouver, confronter sa grille d'analyse à certains faits très, très particuliers et voir comment ça ouvre. Et quand on lit le recueil manifeste, c'est exactement ça. On a un fait que s'il avait été traité du point de vue économique, aurait été quelque chose de très étriqué. Traité sous l'angle poétique, il y a plein d'impossibles qui tombent, il y a plein d'ouvertures qui se réalisent, et ça, c'est absolument précieux. Alors, il m'aurait appelé, je pense qu'il m'aurait appelé pour la pandémie, parce qu'effectivement, s'il fallait illustrer le phénomène relationnel, je pense que le virus nous a donné une démonstration absolument foudroyante, c'est-à-dire un virus apparaît dans un coin du monde, en Chine, et en quelques semaines, il se répand dans la totalité du monde. Et il n'a pas été transporté par toute la culture chinoise ou par toute la communauté chinoise, il a été porté par des individus. Et c'est ça qui est important dans son concept de la relation. Le concept de la relation nous dit il y pense très rapidement hein, au moment de la décolonisation. On est dans des manichéismes, les blancs, les noirs, les colonisés, les décolonisés, etc., l'Occident, le non-occidental. Ben lui, il dit, bien sûr, il faut se battre pour la décolonisation, il faut, etc., mais le plus important, c'est qu'il s'est produit une jonction assez extraordinaire qui se produit de manière absolument massive, accélérée, brutale et qui ne va jamais s'arrêter. C'est-à-dire que toutes les cultures, civilisations généralement structurées par le système communautaire vont se trouver précipitées dans des interrétroactions. Et ces interrétroactions vont desserrer les corsets symboliques des communautés, vont déstructurer beaucoup de communautés. Et qu'est-ce qui va se produire? C'est que les individus vont retrouver une sorte de mobilité, une mobilité symbolique, une mobilité mentale, une mobilité linguistique, et même une mobilité physique, on le voit bien comment ça se déplace dans le monde. Et qu'est-ce que le virus nous montre? C'est que
Il suffit qu'il y ait un phénomène quelque part qui apparaisse, quel que soit le petit pays, quel que soit le coin perdu du monde, ce phénomène concerne immédiatement la totalité du monde parce qu'on a des milliards et des milliards d'individus qui circulent dans tous les sens. Et cette notion de relation est absolument fondamentale et elle devrait nous permettre de penser le monde autrement. Alors, elle permet d'abord d'évacuer la question du néolibéralisme. Comment ça nous permet d'évacuer le néolibéralisme? C'est qu'il ne peut y avoir de relation véritable, hein, et ce qu'il explique, c'est que la colonisation va créer les conditions de flux relationnels absolument intenses et inarrêtables. Donc, ça va créer un fait relationnel. Hein, c'est un fait relationnel et les peuples vont se trouver sous relation. C'est-à-dire tous les colonisés du monde par la frappe occidentale sont placés sous relation à l'Occident et sous relation aux autres parties du monde. Mais lorsqu'on est placé sous relation, on n'est pas véritablement en relation. Quand on est sous relation, ce sont des exploitations, des dominations, des exterminations, des génocides, des mises en civilisation, des religions imposées, etc. On connaît les conditions de la mise sous relation. Mais la mise sous relation, c'est aussi de la relation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas échapper au fait que les flux relationnels seront là. Alors, ce qui s'est produit pendant un bon moment, ceux qui voulaient résister à cette mise sous relation se sont dit, mais le seul moyen d'échapper à cette mise sous relation, c'est de fermer les portes et les fenêtres. Et on le voit bien jusqu'à aujourd'hui, quand le phénomène relationnel frappe à la porte dans les quartiers ou dans les rues, on a envie de s'enfermer dans son identité, dans sa peau, dans sa langue, dans son Dieu, dans son territoire. On est véritablement en train de refuser le monde. Et Glissant va dire non, si on refuse le monde, on entre à contre-courant du vivant, parce que le vivant n'a jamais été un système clos. Tout organisme vivant, c'est toujours un organisme qui est en relation permanente avec son entour. Et c'est un organisme qui évolue avec son entour. Et ce qui fait que toutes les richesses produites sous mode communautaire par Homo sapiens sont aujourd'hui dans un nouvel écosystème qui est un écosystème qu'il va appeler la relation avec un grand R. Alors, ce système relationnel, il est important parce que ça permet à des différences, à des altérités de se rencontrer, à des logiques, à des imaginaires, à des langues, à des dieux de se rencontrer, mais en ayant le souci de l'autre, le souci de la plénitude de l'autre. Une langue ne peut pas se sauver sans aider les autres langues. Une religion ne peut pas atteindre à son plein épanouissement s'il n'y a pas ce souci et je dirais cette attention portée aux autres systèmes symboliques. Une culture ne peut pas s'épanouir si elle se ferme aux autres cultures. Donc, on voit bien que le système relationnel est important. Donc, il nous explique que pour sortir de la mise sous relation, le seul moyen, c'était de reprendre la main et de nous construire un imaginaire de la relation où le contact, la rencontre, le souci de l'autre, la construction de l'autre avec soi pourrait se faire. Et c'est là qu'apparaît l'imaginaire de la relation. Ce qui fait que l'imaginaire de la relation, c'est la contestation la plus radicale que je connaisse du système capitaliste et de ses variants néolibéraux et financiers. C'est absolument incroyable. Quant à ce phénomène de la relation, il change complètement beaucoup d'éléments. On va peut-être en parler dans la vie internationale, etc. Mais ce qu'il faut retenir fondamentalement, c'est que nous avons à considérer un fait relationnel qui produit des effets relativement terribles, mais nous avons à construire face à ce fait relationnel que nous ne pouvons pas refuser. Nous avons à l'investir au contraire, mais à l'investir avec la puissance d'un imaginaire de la relation, c'est-à-dire cet imaginaire qui dit que je ne peux me construire que si j'ai le souci de l'autre et que je peux changer en échangeant sans pour autant me perdre ou me dénaturer. Si je peux changer en échangeant sans me perdre ou me dénaturer, et ça, c'est une dossier absolument fondamentale, il répétait ça tout le temps. Si je peux changer en échangeant sans me perdre ou me dénaturer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le changement est au principe de ma permanence. Le changement est au principe de ce que je suis. Et pour que le changement soit au principe de ce que je suis, c'est-à-dire dans tout ce que je reçois comme stimulation culturelle, linguistique, religieuse, philosophique,
traditionnels, ethniques, enfin tout ce qu'on peut imaginer venant de la diversité monde, dans ce flux auquel je dois m'ouvrir, comment je dois me comporter? Je ne dois pas me comporter en se fermant, on a peur toujours de la relation puisqu'on se retrouve dans une zone inconfortable. Je dois me transformer en créateur. C'est-à-dire que c'est l'esprit de création de soi-même et de création du monde et de création et de construction de la relation qui me permet d'accueillir l'infinie diversité des stimulations qui nous viennent du monde et avec ça de me construire et de construire une idée du monde, de construire une pensée du monde et d'envisager un autre monde. Alors bon, vous voyez, il y a beaucoup à dire. Alors, il m'aurait appelé certainement pour la pandémie, il m'aurait appelé pour cette horreur qui est le nationalisme vaccinal, qui est vraiment une aberration. Il m'aurait sans doute appelé pour le fait que les vaccins ne soient pas immédiatement par la communauté internationale, qui n'existe pas vraiment encore, mais immédiatement déclarés comme bien commun de l'humanité. Comment se fait-il que des profits astronomiques se fassent sur un bien commun, c'est-à-dire un bien qui est en mesure de sauver l'humanité entière? On n'est pas là dans un petit marché avec des petits profits. On est véritablement dans une possibilité où un virus peut, si on le laisse varier à l'infini, devenir extrêmement dangereux pour l'espèce humaine. Et malgré ça, on a toujours la logique libérale, le tout profit, le profit maximal, la croissance, etc., qui fait que nous sommes dans des aberrations. Donc, il y a beaucoup de sujets. Il m'aurait certainement appelé pour ce qui est fait aux Ouïghours en Chine. Il m'aurait appelé, il y a 10 000 sujets. Pourquoi il y a 10 000 sujets? C'est parce que le phénomène relationnel, c'est le phénomène qui bouscule toutes nos formes de présence au monde. Nos formes de présence au monde, jusqu'à maintenant, étaient structurées de manière communautaire. Si ce n'était pas les clans, les tribus, les ethnies, les communautés religieuses, les communautés ethniques, les États-nations, c'est la forme communautaire qui était notre mode de présence au monde. Et la relation, le fait relationnel va bousculer tout cela. Et le mode d'existence au monde est fondamentalement individuel, c'est-à-dire que les individus sont libérés des communautés et chaque individu doit se construire son architecture de principes et de valeurs en rapport avec la diversité du monde. Ce qui fait qu'en face de la mondialisation économique, il voit se dessiner ce qu'il va appeler la mondialité, c'est-à-dire un autre monde qui n'est pas prévu par le néolibéralisme, mais qui est fait par toute l'extension des individuations, ces individus qui ont des idées, qui ont des déplacements, qui s'investissent dans différents domaines, les grands flux musicaux, les grands flux culturels, les manières d'habiter le monde qui sont parfois très personnelles, tous ces individus qui construisent leur personne, créent une société civile mondiale qui n'a pas encore de politique, qui n'a pas de représentants, qui n'a pas... Ce qui fait qu'il appelle mondialité cette autre manière d'être au monde qui nous permet aujourd'hui de considérer et de trouver les nouvelles voies que nous devons envisager. Oui, merci infiniment. Alors, la relation, évidemment, c'est important. Quand je t'écoutais, je mettais ça en relation avec une de tes déclarations les plus récentes quand tu as eu une interview avec Analyse Opinion Critique où tu disais « on n'a pas besoin d'universel, on a besoin de relations ». Ah ouais, j'ai dû te faire de la peine là. Ben, tu sais, alors tu déclares ça le 27 mars et il se trouve qu'avant de l'avoir lu, je l'ai lu après, le 1er avril, le Point m'avait interviewé pour toute autre chose et j'y disais il faut remettre en chantier l'universel. Le rapprochement des deux, je me suis dit tiens, c'est l'occasion d'échanger avec Patrick là-dessus quand on se verra. En plus, tu verras, je suis un grand lecteur de journaux. En plus, je tombe sur une autre citation cette fois-ci que j'ai notée soigneusement. Je vais te la lire avant de te dire qui en est l'auteur. Je crois qu'il y a un peuple humain. Je vois que tous les êtres humains sont semblables et dépendent d'un seul écosystème compatible avec leur survie collective. L'universalisme ne signifie pas rendre tout le monde identique, c'est impossible. C'est agir en partant de ce qu'il y a de commun à toute l'humanité. Mais l'universalisme doit être concret, réel, sinon c'est un mot creux et un prétexte à discrimination. La créolisation est l'avenir du peuple humain.
elle est une production commune où chacun contribue sans exclusive. Je suis sûr que tu as deviné, parce que comme moi, tu es un lecteur de Libération. Eh bien, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et il répond à une question du journaliste qui lui demande « C'est quoi pour vous être universaliste ?» Et c'était frappant parce qu'il était dans une interview tout à fait politique où il s'agissait pour lui de croiser le fer avec ses amis ennemis que sont les socialistes. Et au détour comme ça d'une question, le journaliste lui dit « C'est quoi pour vous être universaliste ?» Et il a ce moment de méditation philosophique sur l'universel dans son… Et je suis en train de me dire qu'au fond, ça devrait être le cas. Les journalistes devraient systématiquement, comme ça, demander aux hommes politiques, après qu'on les a titillés sur leur position politique, des grandes questions philosophiques comme celle-là. Alors, je le dis en sachant que Audrey Pulvar est avec nous et qu'elle nous entend. Et ce qui m'a intéressé là-dedans, et je me permets de mettre Jean-Luc Mélenchon, si j'ose dire, de mon côté plus attaché à l'universel. Et d'ailleurs, je parlais de cette rencontre du 17 mai. Je me souviens que la chose que Édouard Glissant m'avait un peu reproché, il me disait « Oui, mais vous allez trop vite à l'universel. » Bon. Mais je vais essayer de défendre une certaine idée de l'universel qui n'est pas en contradiction, je crois, avec ce que tu dis, ce que Édouard Glissant et toi-même dites de la relation. Quand, dans cette citation, il est question de peuple humain, ceci est une expression très bizarre, on ne dit jamais peuple humain, mais l'idée que l'humanité fasse peuple, soit un peuple, je traduis dans ces termes-là ce que tu viens de dire sur une société civile mondiale, en attendant que cette société civile devienne véritablement une opinion internationale ou une communauté internationale. Vous disposez d'une politique, oui. Voilà, des termes que nous évoquons, que nous invoquons comme dans une espèce de rituel, mais à quoi ne correspond encore aucune réalité. Mais quand il est question justement de dire que c'est parce que nous partageons un seul écosystème fragile que nous contribuons à fragiliser et que nous avons eu conscience avec la pandémie de la menace qui pesait sur nous et de la vulnérabilité qui est la nôtre et la nécessité dans laquelle nous sommes d'envisager des mécanismes de survie collective. C'est un peu ça qui nous réunit autour de ce bien commun mondial. Et je dois dire d'ailleurs à leur décharge que cette expression a été utilisée aussi par un certain nombre de grands décideurs de ce monde qui en appellent à ce bien commun mondial. C'était la tribune, c'était le sens, c'était l'expression clé dans la tribune qui a été publiée collectivement par le secrétaire général de l'ONU, le président de la Commission européenne, la présidente de la Commission européenne, le président du Comité européen, le président Macron, le président Macky Sall du Sénégal et la chancelière Angela Merkel récemment. Moi, ce que j'ai retenu de leur tribune, c'était justement cette expression, un bien commun mondial. Comment le faire advenir? La relation, oui, mais précisément, la relation, prenons le mot relation et faisons-en un adjectif, c'est le latéralisme, c'est le multilatéralisme d'une certaine façon. Et reconstruire, à mon avis, philosophiquement, la notion de multilatéralisme, ne pas en faire un peu la rhétorique des organisations internationales, ce qui fait qu'on ne prête plus attention à ces termes-là, mais c'est dire justement que dans le latéralisme, il y a cette idée de relation. La relation, ça s'oppose à ce qui nous tombe du haut. C'est le philosophe Merleau-Ponty qui fait la distinction entre un universel de surplomb, qui a été l'universel colonial, l'universel impérial, ou une culture décrétée qu'elle était naturellement porteuse d'universalité et que tout naturellement, le reste de l'humanité devait s'ordonner autour d'elle. Être sa périphérie, et cette région du monde, cette culture ou cette région du monde serait le centre. Ça peut expliquer évidemment une méfiance par rapport à l'universel. L'universel étant toujours l'universel de ce centre, c'est universel impérial, et c'est universel colonial. D'ailleurs, dans sa postface à votre livre, à Édouard et toi, Manifeste, c'est ce que dit Edoui Plenel, rappelle que Édouard était très méfiant
vis-à-vis de l'universel à cause de cela. Encore que dans le texte qu'elle vient de lire, j'ai fait attention à ce que lisait Sylvie, et le moment où elle cite cette parole de Glissant, ça m'a frappé, les déserts, eux, sont réellement universels. C'est donc moins, d'une certaine façon, le refus de l'universel en tant que tel, que l'exigence que l'universel soit réellement universel. C'est-à-dire que ce soit un universel d'inclusion, un universel que tout le monde converge à produire. Et là encore, j'ai été frappé par le mot de production utilisé dans la citation que j'ai faite de Jean-Luc Mélenchon, quand il dit que si la créolisation est l'avenir du peuple humain, elle est une production commune où chacun contribue sans exclusive. Production, c'est important. L'universel, cela se produit, ce n'est pas donné, ce n'est pas l'apanage d'une région du monde, ce n'est pas porté tout naturellement par un pays ou une culture déterminée. C'est une production commune. On vient ensemble produire de l'universel et il y a des institutions pour cela. Les institutions multilatérales sont faites pour cela. On ne pense pas à elles, mais par exemple que l'OMS existe. Et pour la question de la pandémie, que l'OMS ait mis en place des mécanismes qui sont en train de voler en éclats à cause du marché monde, justement, de ce néolibéralisme et de cet égoïsme de la vaccination. Mais c'était une bonne chose d'avoir ces lieux où l'on se rencontre en tant qu'humain pour la question fondamentale qui nous réunit dans notre humanité, qui est déjà celle de notre survie. Comment allons-nous faire humanité ensemble, comme on fait monde, faire monde ou faire humanité ensemble, et ensuite, comment allons-nous habiter ensemble cette terre que nous sommes en train de saccager. Sur des questions communes comme celle-là, faire relation ou considérer que c'est là le moment d'avoir un universel qui soit réellement universel, et pas seulement les déserts, ce serait, me semble-t-il, une bonne manière de réconcilier relation universelle et créolisation du monde. Oui, c'est bien que, je trouve très bien que Mélenchon, un homme politique français, puisse s'intéresser à la question de la créolisation. Et ce qu'il dit est très juste, hein, la France se créolise. Hein, et quand Glissant disait que le monde se créolise, ça ne veut pas dire simplement qu'il reproduit l'expérience de créolisation qui s'est faite dans les Amériques. Ça veut dire que la France est désormais une entité multitransculturelle et que cette multitransculturalité doit être intégrée dans la politique quotidienne. Donc ça, c'est déjà une bonne démarche. Mais il lui manque quand même, il lui manque la relation parce que Mélenchon s'accommode très largement qu'il y ait encore en France ce qu'on appelle les dom-toms. Les dom-toms, c'est une forme ce sont des peuples des nations sans État qui sont comme ça administrés à 7000 ou 8000 kilomètres et qui sont mis dans un sac, quoi. Les dom-toms, on les traite comme ça avec un petit S, mais vraiment, il n'y a rien de plus lamentable. Et un homme politique français responsable ne peut pas s'accommoder du fait que des peuples vivent à l'ombre encore d'un autre peuple, un peu comme sous les époques coloniales. Et c'est pourquoi, au-delà de la question de la créolisation, il y a véritablement le principe actif de la créolisation, c'est la relation. Quand il y a créolisation, c'est-à-dire mélange massif de civilisation, de culture, avec ce maelstrom des individuations, il y a ce qu'il faut retenir, c'est véritablement que tout cela va rentrer dans des flux relationnels. Donc, indépendamment du fait de créolisation, il y a l'esprit même de la créolisation, son principe actif, qui est la relation. Et la relation, c'est intéressant parce que ça nous débarrasse de beaucoup de petits combats qui nous ont été inculqués d'ailleurs par la pensée coloniale. L'universel, à mon avis, ça vient directement de la pensée coloniale. Quand j'avais 12 ans, tout le monde voulait être universel. Quand on écrivait des poèmes, il fallait être universel. Et on s'apercevait que pour être universel, il fallait écrire en français et peut-être même avoir des pommiers, de la neige dans ses poèmes, etc. L'universel, c'était se ranger aux canons occidentaux. Progressivement, après, ça s'est compliqué. Mais fondamentalement, si on considère la réalité, si on a un peuple,
je dirais pas un peuple, je dirais des humanités. Il y a des humanités aujourd'hui sur un petit écosystème qui est la planète Terre. Aujourd'hui, si on dit, voilà, il faut véritablement installer l'universel, qu'est-ce qu'on fait? On rentre encore dans cette vieille perversité de l'humanisme vertical. On parlait d'universel vertical, mais on a aussi un humanisme vertical. L'humanisme vertical, c'est quoi? Ah oui, ah bon, il y a le principe de l'universel, tous les hommes sont égaux, etc., et le vivant, et tout le reste du vivant. Lorsqu'on prend l'imaginaire de la relation, ce ne sont pas simplement les hommes qui sont considérés, c'est la totalité du vivant, c'est-à-dire les hommes dans leur interaction avec le métabolisme planétaire et avec l'ensemble du vivant. Donc déjà, on voit que la notion de relation nous ouvre infiniment. Et là où la notion de relation est intéressante, le seul principe qui soit valable dans toutes les situations humaines, dans toutes les différences humaines, dans toutes les sociétés humaines, dans toutes les circonstances humaines, le seul principe qui soit, je dirais, un invariant, c'est le principe de la relation. Quel que soit l'endroit où vous êtes, où vous allez, ce que vous avez à faire, il faut avoir le souci, bien sûr, de se grandir, de s'élever et de s'accomplir en tant que personne, mais aussi avoir le souci de l'autre en sachant que la plénitude de l'autre ne peut s'envisager qu'avec ma propre plénitude. Et ma plénitude ne s'envisage qu'avec la plénitude de l'autre. Rien que ce mécanisme de l'imaginaire de la relation, on s'aperçoit que ça vaut tous les universels du monde. Et surtout, ça nous écarte un petit peu de l'humanisme vertical. Et l'autre élément qu'il faut comprendre, c'est l'infinie complexité du terme relation. Quand on dit relation, il y a concernant l'individu, on a vu les individus sont éjectés des corsets communautaires habituels, territoriaux, symboliques, phénotypiques, tout ce que vous voulez, et ils se retrouvent sur la grande scène du monde et ils doivent se construire leur architecture de principes et de valeurs, leur éthique. Ils doivent se construire en tant que personne. La personne, c'est véritablement quelqu'un qui se trouve en relation avec la totalité des stimulations qui se produisent dans le système Terre. Et cette totalité de relations concerne différents éléments. Le premier point de la relation, c'est que l'individu, pour se construire en tant que personne, il doit rentrer en relation avec sa propre complexité intime. Ce qui était terrible dans les corsets communautaires, c'est que l'individu était comprimé dans une sorte de jeu sociétal, de jeu culturel, de jeu religieux ou de je ne sais quoi, etc. Les communautés ont toujours été des verrous qui étaient imposés à l'infinie complexité de l'individu. Aujourd'hui, on voit comment tous ces verrous ont sauté et comment aujourd'hui les individus sont en face d'une grande complexité intérieure. Ils peuvent choisir leur sexualité, ils peuvent choisir leur langue, ils peuvent choisir leur terre natale, ils peuvent choisir leur lieu. Ils ne sont pas assignés ni à un phénotype, ni à une terre, etc. Ils sont en relation. Et dans les flux relationnels, ils se construisent en tant que personne. Alors, s'il y a un problème dans cette construction, ça va dégénérer en individualisme. Et c'est ça une des grandes problématiques que nous avons. Le néolibéralisme, le capitalisme, c'est la seule force politique qui se sera mise à chevaucher nos individuations et les à chevaucher jusqu'à les pervertir en individualisme, en égocentrisme, en réduction sur notre capacité de pouvoir d'achat et en nous faisant intégrer des principes comme le tout profit, etc., le tout marchand. Et c'est ça qui est terrible, la destruction de l'individuation, la perversion de l'individuation que nous connaissons aujourd'hui, nous vient directement du néolibéralisme. Ce que nous avons à faire, nos politiques ne doivent pas se battre contre le processus d'individuation. C'est la clé, c'est la dynamique du monde contemporain. Au contraire, une grande politique, c'est une politique qui permet à l'individu de se construire en tant que personne vis-à-vis de sa propre complexité, mais vis-à-vis des grands systèmes déterminants qui vont se mettre en place dans le monde, c'est-à-dire l'écosystème urbain, l'écosystème numérique avec l'intelligence artificielle, l'écosystème médiatique qui est une catastrophe absolument incroyable, et aussi l'écosystème cosmique qui deviendra de plus en plus déterminant dans les années qui viennent. Donc, on voit que le champ d'action de la relation est infiniment plus large et plus complet que la simple notion d'universel. Alors, je vais probablement maintenant demander à Marthe d'intervenir pour s'occuper des questions.
Je voulais juste prendre une seconde avant cela pour rappeler un aspect important de la notion de relation chez Glissant aussi, qui est qu'il faut la penser en opposition avec l'idée d'opacité, ensemble avec l'idée d'opacité. Tu disais tout à l'heure qu'il y a des aspects de la relation qui sont des aspects impériaux, qui sont des aspects coloniaux. On colonise au nom de la relation aussi. Et cette relation cette relation colonisatrice est ce qui s'effectue dès lors qu'on ne laisse pas l'autre garder son opacité. Une relation qui serait une phagocytose totale. Et j'en parle à propos de la traduction, parce que pour moi, Édouard Glissant est un grand philosophe de la traduction, un penseur de la traduction. La vraie traduction se fait toujours sur fond d'opacité. La traduction, ça ne consiste pas simplement à traduire l'autre dans ses propres termes. Ça, c'est le côté phagocytose de la relation qui existe aussi du côté de la relation, comme d'universel impérial. Mais si on ne sauvegarde pas l'opacité, l'intraduisible, en quelque sorte, cette phagocytose s'effectue. Mais on aura peut-être l'occasion de parler de ce doublon, de ce doublé, de ce double relation versus opacité avec les questions que Martha va partager avec nous maintenant. Merci. Bonjour. Tout d'abord, je voudrais à nouveau vous remercier pour ces échanges passionnants et vous partager les réactions et questions du public qui nous écrit, et je pense que ça aurait plu à Édouard Glissant du monde entier, de Paris à New York, de la Suisse, la Bretagne, la Nouvelle-Calédonie, et j'oublie certainement des régions. Je tiens à signaler aussi que nous avons reçu beaucoup de messages d'anciens étudiants d'Édouard Glissant de CUNY University qui rendent hommage à son enseignement, à l'enseignement d'Édouard Glissant. Peut-être une première question qui revient assez souvent, c'est sur la créolisation. Est-il possible d'accepter l'autre sans se dénaturer en matière de culture? Le métissage est-il possible sans se dénaturer? J'y vais. Peut-être Bachir et après Patrick. D'accord. Bon. Justement, ça rejoint un peu ce que je disais très rapidement au moment de terminer. Si la créolisation, c'est précisément ces rencontres, cette manière de faire du tout-monde en faisant que les cultures s'entremêlent, les langues aujourd'hui également s'entremêlent. Quand Édouard Glissant écrit superbement « J'écris en présence de toutes les langues du monde », cette idée que dans son écriture, dans l'usage qu'il fait de la langue qui est la sienne et dans laquelle il écrit, il se joue aussi, en quelque sorte, le destin de toutes les relations, de toutes les langues, et que toutes les langues sont en relation avec la sienne. C'est une manière de parler de cette créalisation et de ces rencontres de langues. Mais il est important de garder, encore une fois, cette forme d'opacité. On le voit même dans la relation amoureuse. Si la relation amoureuse consiste à véritablement avaler l'autre, eh bien, il n'y a plus de relation amoureuse. D'une certaine façon, la relation suppose la distance que crée précisément l'opacité. On n'essaye pas de se rendre l'autre transparent à soi absolument. Il y a une forme de relation qui est respect également de l'opacité de l'autre. Et c'est cette relation-là que l'impérialisme ignore. La relation impériale est une relation de phagocytose, alors que la relation dont il est question dans l'œuvre d'Édouard Glissant et que vient d'expliquer également superbement Patrick Chamoiseau, laisse à l'autre son opacité. C'est la raison pour laquelle il faut penser les deux ensemble. Et de ce point de vue-là, la raison pour laquelle je crois qu'on garde sa propre nature, y compris dans les métissages les plus profonds, parce que les métissages, ce n'est pas simplement le caractère inévitable de la rencontre et de la transformation. Le métissage n'a pas absolument à être biologique. Le métissage est d'abord et avant tout une forme de posture éthique. Quelqu'un qui a eu une grande importance avec Aimé Césaire pour la pensée d'Édouard Glissant, c'est Léopold Sédar Senghor, penseur du métissage. On pense toujours, quand il dit métissage, qu'il s'agit de métissage biologique. Pas seulement. Le métissage biologique, c'est purement accidentel. On sème depuis deux ethnicités différentes, depuis deux différences, et de cette naissance apparaît un être nouveau.
alors que Senghor dit chacun doit être métis à sa façon. C'est important. Le doit être métis, ça veut dire que la créolisation est de l'ordre de la dimension éthique. Savoir être créole, ça n'a rien à voir avec le simple fait d'être métis ou de se trouver dans une île qui a historiquement connu le métissage. Je veux dire, tout le monde ne peut pas être né dans les archipels caraïbes qui sont des archipels très profondément métissés. Mais tout le monde peut être métis parce que être métis, c'est un devoir-être, ce n'est pas simplement un état de choses laissé à la rencontre. Oui, cette question-là de la créolisation, comment se construire en créolisation, et la question de l'opacité sont des questions qu'on peut ramener à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire considérer que chaque individu aujourd'hui, du fait de la relation, du fait relationnel, mais dans ce fait relationnel, il doit construire la relation, il doit construire à la fois la mondialité, la construire, et en même temps la vivre, parce qu'il y a une mondialité de fait, une sorte de société civile qui n'est pas directement liée aux États, mais qui est liée à toutes les interactions entre les individus. Et il y a un monde d'individus plus ou moins conscients qui existe et qui mérite aujourd'hui de disposer du fait politique. Mais ce qui est important, c'est l'individu est obligé de se construire en tant que personne, et ça dans des flux relationnels. Et pour se maintenir dans cette nécessité d'ouverture à toutes les cultures, parce que la culture de la relation est une culture de culture, c'est une civilisation de civilisation. Donc, l'écrivain contemporain, il n'a pas sa langue natale ou sa langue nationale, tout ça n'a aucun sens. Il a toutes les langues du monde à son service. Il peut se déplacer dans les langues, et quand il écrit, Glissant disait « j'écris en présence de toutes les langues du monde ». Donc, on voit bien qu'on est véritablement ouvert. L'idée, c'est d'ouvrir les portes et les fenêtres. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, de deux choses l'une. On peut être complètement éliminé, dissous, broyé, transparent, on devient transparent, s'il ne se produit pas ce fait extraordinaire qu'avec l'imaginaire de la relation, l'individu est désormais capable de se construire en tant que personne. C'est-à-dire, les rencontres qu'il effectue, ce que tu appelles métissage, etc. Moi, je n'aime pas trop le mot de métissage, mais enfin, je vais dire pourquoi. Tous ces phénomènes qui vont atteindre son point de départ et qui vont l'amener à des évolutions, des ruptures, des synthèses, des hybridations, il faut qu'il se pose en créateur. Et il ne peut le faire que s'il dispose d'un imaginaire de la création. Quand les colonialistes débarquaient quelque part, ils voulaient tout rendre transparent. Si tu n'es pas comme moi, tu ne me ressembles pas, tu n'as pas ma peau, ma langue, tu n'es pas de ma culture, eh bien, je vais te christianiser, je vais te civiliser. Ils mettaient le monde en transparence. Et c'est vrai que pendant longtemps, la traduction a fonctionné de transparence en transparence. Mais là où on réintroduit de l'opacité, Glissant disait « je peux t'aimer sans autant que tu sois clair pour moi ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment de la rencontre de deux entités et qu'on entre dans le processus relationnel, ce n'est pas un processus qui arrête le devenir. Au contraire, la relation suppose une effervescence de l'imagination et de l'imaginaire, ce qui fait que deux individus, deux cultures, deux langues, de religions qui se rencontrent, il y a nécessairement une sorte de catastrophe esthétique qui se produit et de l'opacité apparaît parce que chaque élément se recompose dans la rencontre. La rencontre, lorsqu'elle existe, lorsqu'elle est relationnelle, crée du nouveau. Et quand il y a du nouveau permanent, dans un couple, s'il y a du nouveau permanent, eh bien, l'autre garde ce mystère originel, un mystère évolutif, mais c'est quand le mystère disparaît qu'il y a domination d'un des termes sur l'autre. Et quand les colonialistes refusaient l'opacité, ils voulaient vous mettre en transparence, ou bien quand les racistes aujourd'hui qui disent « ouais, on va accueillir les immigrés, mais on va les intégrer ». Mais les intégrer, ça veut dire les désintégrer. Les intégrer, ça veut dire que je suis là et puis je les fais rentrer dans mon moule. C'est ça que ça veut dire intégrer. Ils sont incapables d'entrer en contact, d'entrer en relation. Et entrer en relation, c'est déclencher des phénomènes imprévisibles qui n'ont rien à voir avec le métissage. Le métissage, c'est des catégories qui ont été inventées aussi par les colonialistes, les absolus raciaux, un petit blanc, un petit noir, on fait un mélange, etc. Ça n'a pas de sens. On s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'on entre en relation et qu'on entre dans ce processus
de création de soi, de création du monde en produisant sans cesse du nouveau. Et ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement l'individu choisit son expérience au monde, il bâtit son expérience au monde, il peut choisir sa terre natale, il peut choisir son Dieu, il peut choisir sa sexualité, il choisit sa structure familiale. Enfin, il y a un grand choix qui est très angoissant parce qu'on n'a pas le prêt-à-porter existentiel communautaire, mais c'est absolument fondamental. Mais ce qui est aussi important, c'est que pour que l'individu soit créateur de lui-même et du monde, il faut qu'il reste en devenir humain, devenir numérique, devenir tout ça. Quand je dis devenir, ce sont des problématisations dans lesquelles il doit redéfinir l'humanité. Mais il y a aussi tous les devenirs minoritaires, la condition nègre, la condition femme, la condition LGBT et toutes les variances, toutes ces espèces de fluidité sexuelle, tous ces éléments aujourd'hui qui sont offusqués par la pensée systémique néolibérale, tout cela, ce sont des choses qui doivent faire partie de la construction de l'individu en tant que personne. Quelqu'un qui dispose du phénotype nègre et qui ne met pas en œuvre ce devenir nègre aura un problème d'accomplissement. De même que tout être humain doit avoir un devenir nègre, un devenir femme, un devenir LGBT. Ce sont des problématisations, des prises en compte et des augmentations du champ de vision pour faire en sorte que la relation soit totale, qu'elle concerne non seulement le vivant, mais qu'elle concerne toutes les modalités de fluidité qui se produisent dans la relation entre les êtres humains et par les êtres humains. Et cette complexité-là qu'il faut envisager. Merci beaucoup. Alors, on a aussi quelques questions plus politiques sur la Martinique et la Guadeloupe que je vais vous relayer. Alors, tout d'abord, on vous demande, est-ce que Glissant ne vous aurait pas appelé au sujet des manifestations sur la problématique de l'empoisonnement au chlordécone, donc ce pesticide en Martinique et en Guadeloupe? Ça, c'est la première question. Et une autre question volontairement provocante, la volonté d'indépendance des dom-tom n'est-elle pas un pas vers un modèle dépassé d'État-nation à l'opposé de la pensée créolisante? Oui. Moi, je pense qu'il aurait, concernant la problématique chlordécone, c'est vraiment une problématique globale. Hein. Avec le capitalisme, le néolibéralisme, l'agriculture productiviste, il n'y a pratiquement n'existe pratiquement pas un peuple dans le monde qui ne soit pas empoisonné d'une manière ou d'une autre par des pesticides. Donc, c'est véritablement la course au profit, la croissance, etc., tous ces éléments, toutes ces valeurs, entre guillemets, du capitalisme qui font passer l'humain après. Le capitalisme, il fallait le définir, c'est du déshumain, c'est-à-dire c'est de l'économie, c'est du profit, c'est de la croissance, avec une économie qui n'a comme finalité qu'elle-même. Donc, on a été empoisonné. Alors, concernant les Antilles, la difficulté, c'est que nous subissons deux contextes. Le contexte, pour moi, déterminant, qui est ce contexte capitalisme et tous ses variants à l'échelle du monde, qui provoquent un certain nombre de problèmes qui menacent la planète, mais qui menacent aussi l'humanité. Et puis un très vieux contexte archaïque, colonial, poussiéreux, avec des béquets, des nègres, des gens qui n'ont pas dépassé le traumatisme de l'esclavage, une situation de déresponsabilisation collective, une pensée politique qui s'effondre. Elle s'effondre dans le monde, mais elle s'effondre aussi en Martinique. Donc, il ne reste que du ressentiment, que de l'agressivité. Enfin, bon, toute une pratique qui est très, très préoccupante. Et ce qui manque, effectivement, chaque fois qu'on voit apparaître de la haine, de la violence, de la destruction, c'est qu'il y a un effondrement du poétique. Il y a un effondrement du poétique, donc il y a un effondrement de la pensée politique, parce que la définition la plus exacte du politique, c'est que ça concerne l'humain, ça concerne le fait humain. Et si la politique ne s'intéresse qu'à l'économique, effectivement, on a une déperdition qui ne peut pas nourrir un certain nombre de problèmes. Donc, aux Antilles, il nous faut absolument dépasser cette situation archaïque parce qu'elle crée des réactions qu'on peut comprendre, mais qui sont pas tellement des réponses rapides, en tout cas efficaces face au vrai combat que nous avons à mener. Et c'est pourquoi il est important que des gens comme Mélenchon comprennent que ce n'est pas simplement un problème de créolisation. La France est une entité multitransculturelle, donc elle doit modifier sa constitution et déclarer que la République française est une république unie et pas une et indivisible.
il n'y a pas un seul peuple français, il y a des peuples qui adhèrent au pacte républicain français. Et on ne peut pas laisser ce qu'on appelle les dom-toms dans la déresponsabilisation collective et dans, je dirais, des attardements coloniaux. Il faut véritablement libérer les peuples et installer véritablement un système relationnel. Et c'est ça qui est important. La politique de la relation à l'échelle du monde, effectivement, pose la question de l'État. Est-ce qu'il nous faut rentrer dans la question de l'État-nation? Quelle est la forme d'organisation collective que nous devons mettre en place? Est-ce que les sociétés ou les systèmes de solidarité collective que nous avons à créer, tous les biens communs que nous avons à organiser, quelle est la nouvelle forme qui serait la mieux adaptée à la relation? Sachant que le vivre ensemble, c'est un peu le vivre communautaire ancien, hein? Le vivre ensemble, c'était tu me ressembles, on se ressemble, on parle pareil, on est machin. Ça, c'est l'ancien système communautaire. Le vivre en relation est beaucoup plus difficile parce qu'on a des individuations qui se construisent, qui sont directement connectées à toute la diversité du monde avec des positionnements, des réactions, des constructions d'une éthique, parce que l'éthique a remplacé la vieille morale communautaire et l'éthique devient complexe. Chaque individu développe une éthique qui est parfois très difficile à équilibrer. Donc, toute cette complexité-là, effectivement, réclame une réflexion. Nous avons commencé à la mener avec Glissant. D'abord, nous avions compris que la résistance fondamentale était une résistance par le projet. C'est pourquoi, dans le livre manifeste, nous avons un manifeste pour Martinique, premier pays biologique. Avec ce projet biologique, nous entrions directement en relation et pas sous les formes anciennes des années 50, mon drapeau, mon hymne national, ma rupture avec la France, etc. Penser une souveraineté martiniquaise dans un processus relationnel, ça demande effectivement une pensée politique que nous n'avons pas encore. Et comme nous n'avons pas encore de pensée politique, c'est le champ libre aux hystéries. Et alors justement, pour revenir sur l'universel, donc on a pas mal de réactions critiques à ce concept, à cet universalisme, certains qui nous disent combien l'universel peut constituer un emprisonnement, notamment l'universel masculin. Donc je ne sais pas si vous voulez réagir à ça. Moi, je ne réfléchis plus depuis longtemps avec l'universel, hein. Je réfléchis en termes de relation. Moi, je pense que la relation nous ouvre immédiatement à l'infinie complexité de l'être humain. Un être humain qui doit s'accomplir en tant que personne, il n'est plus emprisonné ni dans un phénotype, ni dans un genre particulier, ni dans un sexe. On peut avoir des hommes qui sont très féminins et des femmes qui n'ont rien de féminin. La féminité, c'est une grâce qui peut être également partagée par des gens du sexe mâle ou par des gens du sexe féminin. C'est véritablement une grâce qui habite tous les grands artistes sont féminins. La belle pensée, la puissante pensée, elle est toujours féminine. Donc, je ne raisonne pas comme ça. On voit bien comment, si on prend l'imaginaire de la relation, on se débarrasse de plein de systèmes, de catégories qui sont liées à de vieilles hiérarchies, à des dominations. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de réfléchir à une histoire du monde où on ne mettrait pas la colonisation au centre. Toute cette histoire décoloniale, postcoloniale, etc., qui sont des combats qui sont absolument importants à mener puisque l'esprit colonial demeure. L'Occident n'est plus l'Europe n'est plus le centre du monde, mais l'intention occidentale domine encore le monde. Donc, il y a là véritablement tout un travail de reconstruction du grand récit que nous avons à produire concernant l'histoire du monde. Donc, il nous faut raconter le monde, non pas avec la frappe coloniale au milieu, mais avec toutes ces proliférations que nous ne connaissons pas encore, tous ces processus d'individuation qui existaient pendant les systèmes communautaires et même avant les systèmes communautaires, essayer de regarder le monde avec cette complexité-là, échapper à la division des gens, à la division des sexes, échapper à tous ces clivages, c'est véritablement une autre pensée à mettre en œuvre et la poétique d'Édouard Glissant était véritablement une amorce pour tout ça. Et c'est pourquoi il est fondamental. Je dis que pour penser le monde dans lequel nous aurons à vivre avec tous les grands défis qui menacent la planète et qui menacent le genre humain, il faut absolument se plonger dans la poétique de Glissant, sachant que ce n'est pas un savoir à ingurgiter, c'est un mode
de présence au monde qu'il faut désormais essayer d'éprouver dans sa chair et dans son esprit et dans son éthique. Bachir, je ne sais pas si vous voulez réagir à cette critique de l'universalisme. Oui, très rapidement. Vous savez, on reprochait toujours à l'universel justement ce genre de choses en disant, prenons un exemple, les droits de l'homme. Alors, il est très facile de répondre à cela en disant, mais quel est l'homme des droits de l'homme? Pourquoi l'homme d'abord? Est-ce que ce n'est pas le mâle blanc? Il ne s'agit pas de cela. Quand il est question d'un universel latéral et non pas un universel de surplomb, le modèle à penser, par exemple, c'est la COP 21. Qu'est-ce qui se passe à la COP 21? Des cultures différentes, des épistémologies différentes, des relations différentes définies entre l'humain et la nature, des relations qui ne sont plus la relation cartésienne de l'humain, maître et possesseur de la nature, mais de l'humain inscrit dans le vivant en général, ce dont parlait Patrick Chamoiseau tout à l'heure, l'idée que l'humain est vivant parmi les vivants. Toutes ces épistémologies qui se rencontrent à Paris au moment de la COP 21 et qui réunissent des pensées au nom d'un bien commun qui est notre habitat que nous partageons et qui se disent voici un document universel dans ce sens-là que nous essayons de penser pour notre habitat. Voilà simplement le sens qu'il faut donner à l'universel, c'est-à-dire avoir le sens de notre univers et de la communauté de cet univers. Avoir le sens de la réciprocité. C'est en cela que je considère qu'il y a là intégration de la notion de relation. Dire que l'humanité n'est pas quelque chose qui est donné, mais une tâche à accomplir, que nous avons à apprendre les uns des autres à devenir humains ensemble. Quelle humanité construisons-nous ensemble et pour habiter une terre que nous avons en commun et que nous sommes en train de saccager? Comment arrêtons-nous de la saccager? Comment la considérons-nous comme notre bien commun et comment contribuons-nous à partir de nos philosophies différentes, de nos cosmologies différentes, des manières différentes que nous avons de penser la relation de l'humain à la nature, comment arrivons-nous à nous mettre d'accord sur un document commun de sauvegarde de notre planète? Si on pose la question de cette manière-là, personne n'a envisagé la question de savoir qui est l'homme des droits de l'homme ou est-ce que c'est un homme plutôt blanc, etc. Voilà ce que signifie de véritables rencontres, voilà ce que signifie une véritable horizontalité de la rencontre universelle. Et c'est en cela que l'idée de peuple humain, ça n'est pas gommer les différences, ça n'est pas homogénéiser, mais dire que les humains ont à apprendre à être peuple, à faire peuple, et ce qui les organise en peuple, ce sont des problématiques communes, des questions communes et des projets communs, et non pas des interrogations identitaires, parce que dire est-ce qu'il ne s'agit pas toujours de l'homme blanc, c'est écraser cette recherche de l'universel horizontal sur des problématiques identitaires. Il ne s'agit pas d'identité, il s'agit de convergence et de rencontre. C'est pourquoi je te propose d'abandonner l'idée d'universel et poser simplement la question, qu'est-ce qu'une politique de la relation à l'échelle mondiale et comment la mettre en œuvre? Avec ça, on a la totale. Toutes les positions sont envisagées. Et l'idée de relation est importante. Elle est véritablement importante parce qu'elle est multidimensionnelle et elle échappe aux catégories qui nous viennent de certaines positions occidentales, colonialistes, etc., que nous avons dépassées aujourd'hui, que nous sommes en mesure de dépasser. Mais si on peut nettoyer le vocabulaire, ce n'est pas plus mal. En général, j'adopte deux mots pour ce vocabulaire, qui aucun d'eux n'est européen. C'est Ubuntu, oui. de Mandela, et Nité dans ma langue Wolof. Oui, mais Ubuntu, c'est la relation. C'est la relation. Ubuntu, c'est la relation. Quand tu vois ce que ça veut dire, c'est de la relation. Non, il faut vraiment qu'on réfléchisse à cette notion de relation, parce qu'une grande politique aujourd'hui, c'est une politique de la relation. Et le meilleur moyen que nous aurons, parce que nous devons lutter contre le capitalisme, ça c'est absolument fondamental. Quelqu'un qui essaye de m'expliquer la situation contemporaine ou notre condition contemporaine sans évoquer la frappe capitaliste, la frappe néolibérale, toutes ces hystéries financières, cette personne ne mérite ni égard ni patience. Il y a véritablement quelque chose à mener et l'imaginaire de la relation, c'est quelque chose qui nous permet non pas de nous comporter en rebelles, c'est-à-dire qu'on va renverser les termes de la domination, mais nous comporter en guerriers, c'est-à-dire on va inventer un autre monde, un monde que le capitalisme n'est même pas en mesure d'imaginer.
un monde que le marché ne peut même pas soupçonner. Et ce monde, son fondement, c'est l'humain. Ce qui fait qu'on revient à la politique au sens noble, et une poétique telle que la définissait Édouard Glissant, une poétique, c'est fondamentalement une politique. Et alors, bon, je ne peux pas relayer toutes les questions malheureusement, mais peut-être en conclusion, justement, on nous demande, et je pense que vous ne pourrez pas répondre à cette question en 3 minutes, malheureusement, mais peut-être nous donner quelques pistes d'actions concrètes, de réflexion. Comment parvenir à construire cette alternative à l'OMC, au FMI, Davos, les G7, pour faire une organisation mondiale des biens communs, de la relation pour, et là, la personne vous cite, l'horizontale plénitude du vivant. Oui, ça c'est... Je me souviens quand je parlais avec Édouard Glissant au début, comme j'étais très militant, anticolonialiste, etc., parce que j'ai toujours un petit côté sectaire, ouais, mais je lui disais, oui, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Et il me disait, mais pour l'instant, essaye de bien comprendre ce que ça veut dire la relation. Je crois que l'urgence que nous avons aujourd'hui, c'est de fréquenter cet imaginaire de la relation. Non pas dire, ah oui, Glissant a ça, il a comme concept, là, ci, etc., des petits morceaux de savoir que les érudits déposent sur des étagères, mais véritablement essayer de fréquenter ce travail-là et de le vivre, parce que c'est en le vivant qu'on va trouver, puisqu'on est dans une affaire de vivant. Le capitalisme, c'est la mort, c'est la mort de l'humain, c'est le déshumain actif, c'est le grand désir humain qui est précipité dans le pouvoir d'achat, dans la pulsion consommatrice. Ce que la plupart des gens appellent liberté individuelle, ce n'est que de la consommation convulsive de produits culturels ou de produits alimentaires. Donc, on a véritablement un problème morbide et il nous faut réinstituer du vivant. Et le seul moyen de réinstituer du vivant, c'est bien sûr des constructions intellectuelles, mais la construction intellectuelle la plus puissante, c'est celle qui émane de la sensation, de l'émotion, de la pratique. Donc, il faut véritablement non seulement lire Édouard, mais exister avec cette poétique-là, parce qu'une poétique a vocation à modifier l'existence, pas à enrichir les savoirs, mais simplement à modifier profondément votre rapport à vous-même et votre rapport à la planète et votre rapport au vivant. C'est ça qui est révolutionnaire chez Glissant. Bachir, le mot de conclusion. Alors, je suis d'accord avec Patrick, simplement en étant d'accord, je vais utiliser un mot qui fera peut-être encore sursauter, qui est celui d'humanisme. Parce que je suis quelqu'un qui croit également en l'humanisme, mais que je vais définir de la manière suivante. Je crois en un humanisme défini comme humanisme vital, et cette expression humanisme vital est celle de mon ami Frédéric Worms, qui a donné un titre de livre à cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes arrivés à un point où nous avons réalisé que nous avions une vulnérabilité et que nous avions cette vulnérabilité ensemble. La pandémie est une grande leçon pour nous. Hegel disait que la mort nous apprend, ou la guerre nous fait grandir, et là, c'est la pandémie probablement. Qu'est-ce qu'elle nous révèle? D'abord, que nous sommes une humanité. Nous sommes plusieurs humanités en termes de nos différences, du divers du monde, du chaos monde qui est le nôtre, mais nous sommes également une humanité en termes de notre projet, et ce projet est devenu nécessaire parce que tout simplement, nous avons à mettre en œuvre l'ensemble des forces qui s'opposent à la mort. Et c'est ainsi qu'on définissait la vie, que les savants avaient défini la vie, l'ensemble des forces qui s'opposent à la mort. La mort de nous-mêmes, humanité, nous avons vécu cela avec la pandémie qui est en train de finir et de finir bien trop lentement et qui nous a coûté beaucoup. Tout le monde a payé un tribut très lourd, personnellement et par les gens que nous connaissons, à cette pandémie. Et deuxièmement, vulnérabilité et mort possible de notre planète. Nous n'avons jamais été aussi proches de nous dire que nous sommes en train de détruire la base même de notre vie, qui est la planète que nous avons en partage. Et ceci nous impose une certaine orientation vers une humanité commune. Il ne s'agit pas d'avoir la vieille incantation un petit peu naïve et un petit peu idéaliste de l'humanisme, l'humain en général. Il ne s'agit pas de l'humain en général, il s'agit d'une humanité engagée ensemble dans une politique du vivant. Et là, je suis absolument en accord, je suis à 100% ce que vient d'en dire Patrick. Une politique du vivant qui soit une politique d'une humanité, encore une fois une humanité qui n'est pas donnée, mais une humanité qui est à construire ensemble. Et voilà la signification nouvelle que je donnerai à l'humanisme d'Ubuntu précisément. Voilà.
soyons humains ensemble, dans la relation, sans phagocytose, sans ignorer nos opacités. Merci beaucoup. Avant de conclure, je voudrais juste redonner la parole à Sylvie. Est-ce que vous voulez peut-être nous dire un mot sur le travail de l'Institut du Tout-Monde et est-ce que vos projets, est-ce que vous essayez de faire, tout simplement? Alors, vous êtes sur mute. Oui, ça y est, voilà, je réactive. Je voulais juste, en fait, juste rebondir sur la pandémie. Et donc, vous savez, le texte que j'ai lu au début, il y a ce passage très important qui dit que tant d'épidémies insondables ont mangé la pensée du monde. Et je pense que c'est ça, c'est ça qui est important, c'est sortir de ces pensées qui mangent le monde, qui mangent ces pensées du monde. Et je crois que ça, là, nous avons avec cette citation un peu aussi cette conclusion, je pense, importante. Voilà. Sortir de ce qui mange le monde. Voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous. Je vous rappelle que la vidéo de cette conférence sera disponible sur le Facebook du Consulat et également de l'Institut du Tout-Monde d'ici demain. Donc, si vous n'avez pas pu voir ou vous voulez revoir cette conférence, elle sera bientôt disponible. Merci pour ces échanges. À très bientôt. Merci. Au revoir.